Samedi 27 mai, la route de la Bonnette ayant été ouverte en sa totalité depuis une semaine, nous allons emprunter cet itinéraire qui est la plus haute route d'Europe. Versant Alpes-Maritimes, celle-ci se trouve sur la commune de Saint-Dalmas-le-Sauvage, qu'elle ne traverse pas. Mais voici quelques images de ce village. Établi à 1500 mètres d'altitude, il est le chef-lieu le plus élevé du département des Alpes-Maritimes. Faisant partie du triptyque des stations du Mercantour, Saint-Dalmas-le-Sauvage est l'hiver un centre de ski de fond et de raquettes très apprécié. L'été, c'est un point de départ de nombreuses randonnées. Nous passons à proximité de la cascade de Vince. Nous atteignons le hameau du Prat qui se situe à 1700 mètres d'altitude et qui n'est habité que quelques mois à la belle saison. Nous traversons le pont qui enjambe le Salso Moreno qui descend des montagnes de Le Chestrail et du Bonnet Carré. Nous voici maintenant au hameau de Bouzeyas, le plus haut du département des Alpes-Maritimes, 1960 mètres d'altitude. Marmotte, dérangée par le bruit de notre auto. Nous apercevons sur notre gauche en haut le fort du Mont des Fourches, seul fort des Alpes du Sud à disposer d'une échauguette d'observation en tôle d'acier. Il a été construit en 1898. Il abritait environ 25 soldats. Nous commençons à apercevoir le camp des Fourches. Hameau militaire aujourd'hui déserté, le camp des Fourches est situé à 2300 mètres d'altitude. Achevé en 1896, composé de 26 baraques construites en dur, il pouvait abriter un bataillon de 4 compagnies de 150 hommes chacune. Tout était prévu pour une autonomie totale, capitainerie, sanitaire, four à pain, cuisine, écurie pour les mulets, réseau d'assainissement et même un téléphérique relié au hameau du Prat assurant le ravitaillement ou l'évacuation des blessés.
voici arrivés à Notre-Dame-du-Très-Haut. Au col de la Bonnette, à 2715 mètres, nous rencontrons un groupe de passionnés de Citroën traction avant. Allons à la rencontre de l'un de ses membres. Et puis donc on va faire avec tout un club d'attraction universelle de la France entière, visiter le Mercantour, donc tous les grands cols, la Caillot, Westfond, etc., l'Arche, et on va faire un parcours sur l'Italie. C'est avec des journées splendides. Voilà. Et on est toujours des grandes voitures qui randonnent partout. Voilà. Et en montagne, il n'y a pas de souci avec l'altitude avec ces voitures? Non, elles ne font pas, elles marchent très bien et tout ça. Ouais. C'est impeccable, c'est des voitures qui tournent. Même l'hiver, on roule avec des pneus cloutés et tout ça, et on passe partout. Et personnellement, j'ai fait 2 fois le rallye Monte-Carlo historique. Ah d'accord. Voilà. Bon. Ainsi que d'autres pays comme la Russie, le Maroc, etc. Oui, j'ai vu marqué sur la voiture. Voilà. Mais je suis content de vous avoir eu. Ben, ça me moi fait aussi. bien plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne journée. Merci également. Au revoir. Bonjour. Alors vous êtes le président national, on me dit, De la traction universelle. La traction universelle. C'est quoi exactement la traction universelle? C'est un club de traction avant Citroën et on est le plus grand club de collectionneurs de voitures anciennes en France avec plus de 1500 membres. D'accord, et ça regroupe combien de voitures? 2500 aussi? À peu près 3000 voitures sur toute la France et quelques-unes à l'étranger également. Les premiers clubs de collectionneurs de traction avant sont apparus dans les années 60, ce qui explique que c'est probablement la voiture la plus collectionnée au monde. Dernière automobile réalisée par André Citroën, révolutionnaire à l'époque quand elle est sortie en 1934, traction avant, suspension indépendante, caisse monocoque, frein hydraulique, direction à crémaillère, André Citroën avait réussi à regrouper sur une même voiture toutes les innovations de l'époque et à les sortir en grande série. La gamme de carrosserie était très vaste puisqu'il existait une douzaine de carrosseries différentes. Voiture très fiable à l'époque, elle le reste encore de nos jours. Pour une voiture en bon état de nos jours, pour une 11 par exemple, il faut compter dans les 15 000 €. On imagine souvent les voitures anciennes consommer énormément. Une traction avant 11 légère consomme 9 litres, c'est-à-dire guère plus qu'une automobile de nos jours. Le col de la Bonnette n'est pas uniquement réservé aux voitures anciennes, les plus modernes les franchissent également. Nous passons de l'autre côté de la Bonnette pour rejoindre un groupe tout à fait différent de passionnés, des passionnés de sport et plus particulièrement de sport de Bah glisse. écoutez là quand même, je me suis dit, il va se passer quelque chose, il va monter. On explique aux arrivants le tracé que l'on va emprunter. On va plonger, après ceux qui veulent, ils vont au plus haut là-haut, et on cale directement jusqu'en bas. Là. Voilà. Il y a un lac là derrière. Ouais, il y a un lac. Et en bas, ils nous récupèrent avec le camion et on remonte. C'est ça la vie. Et là, il y a le barbecue. Alors ceux qui veulent pas faire ça, il y a le barbecue. Il nous dépose là-haut. Alors ça, c'est le mec. Le mec, où il va gagner, ou alors... Ah merde. Ils sont bien là. Ouais, j'aime pas trop. À défaut de remontée mécanique, il faudra se contenter d'un fourgon aménagé, mais vous allez voir que l'ascension n'est pas aussi facile que cela.
Bon, Johan, qu'est-ce qu'on fait ici, de l'autre côté de la Bonnette? Ben, le 24 mai donc 2017, on est à la Bonnette. Donc on voit les conditions de neige. On va monter au plus haut et on va essayer de caler les couloirs là-bas. Et après, toute la journée comme ça. Après, on se fait un beau barbecue. On va boire un coup, manger un bout avec les copains et voilà. Vous êtes combien? On est une chier, hein. On est, je sais pas, 5, 6, non? À peu près, ouais. Bon, il y a plus de snow scoot que de... Ouais, plus de snow scoot. Bah, oui. Snow scoot un jour, snow scoot toujours. Snow scoot est toujours partant. Il y aura 3 mètres carrés de neige qu'on viendra faire 3 virages dessus. Ouais. Et je pense qu'on va passer une bonne journée, on va bien rigoler là. Ça n'a pas l'air mal. Voilà. Ouais, il fait super beau. Voilà, tout va bien. Hâte de commencer là. Il paraît que vous n'êtes pas nombreux aujourd'hui. Télémarque. Ah ouais, télémarque. Il y a un télémarque, un ski de rando, un ski. On n'est pas beaucoup, mais on va essayer de... sortir... Alex et Georges sont toujours dans les explications. Alors on va sortir par là. Par derrière, hein, là, ouais. Et c'est parti pour la première montée. C'est mesquin. Je rigole. Cette année on te finit. Ouais. C'est bon. Ouais, on va démarrer là-haut. Je crois qu'on a chaussé. Tu vas pas commencer. Avec les amortisseurs, il est plus loin. Ouais. On fait quoi? On part là et tout, ouais, il y a le port. C'est parti, allez go. Allez, go. Petite descente pour se mettre en jambes, mais après il faudra faire du portage pour rejoindre le tracé qu'a repéré Alex. Parce que là, c'est un peu... C'est bon? Télémarque. Myself looking into the
comment? La neige elle est trop bonne. Non, c'est génial. Ouais. Dur hein, quand même hein, pour monter, mais après ça vaut le coup quoi. Après là elle commence à se transformer. Donc on va visiter d'autres couloirs je pense. Ah, continue. Vous continuez? Ouais, je pense, ouais, on va voir. On va faire une réunion. On va voir ce qu'on décide. Hein, on est en démocratie. Pour l'instant on a le droit encore. Voilà. C'est génial. Une dernière journée de ski comme ça, le 27 mai, avec un temps comme ça, c'est génial. C'est pas trop dur à la montée? La montée quand même, ouais, on s'essouffle un petit peu, mais après, vu la belle descente qu'on a, franchement, ça vaut le coup. Un petit aperçu du dénivelé parcouru que disait Quentin. On remonte une fois de plus, les skieurs sont plus nombreux cette fois-ci. Allez Gigi, d'ici, gaz, monte dessus, je comprends pas, vas-y. Fais comme d'habitude, réfléchis, pas. Je suis étonné que tu filmes avec un caméscope. Oh putain, oh putain, oh putain. Et tu mets l'agnole. Voilà, moi aussi. Par rapport à un appareil photo? Ouais. Bon, allez, go. T'aurais pu mettre un string, hein. Moment de convivialité pour le repas de midi, une pause casse-croûte bien méritée. Certains se donneront rendez-vous dans 6 mois sur les pistes, d'autres s'accorderont encore quelques descentes sur les pentes encore enneigées du Mercantour en cette fin de mois de mai. Donc maintenant c'est un athlète un petit peu particulier qu'on accueille sur ce plateau. Il s'agit d'un pilote automobile, donc Christophe Ferrier. Bonjour Christophe. Ça va Mélanie? Oui, ça va. Merci d'avoir répondu à l'invitation et d'avoir répondu présent. Christophe, alors du coup c'est une relation un petit peu particulière entre Isola et toi, parce que ça fait quand même des années maintenant que Isola te soutient et te suit dans tes performances automobiles. Tu es, je pense, la personne qui nous fait vous vibrer tous les week-ends de décembre à peu près à mi-février, dernière date du Trophée Andros. Tu es pilote automobile, ça fait maintenant 9 ans que tu roules sur le Trophée Andros, dont 8 ans en électrique. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée. Tu représentes Isola 2000 donc sur l'ensemble des étapes, mais tu es avant tout un pilote métropole Nice Côte d'Azur. Donc c'est grâce à la métropole que tu peux prendre le départ de toutes les étapes et d'avoir une voiture électrique sur le Trophée Andros. Tu es maintenant un des pilotes incontournables finalement du Trophée Andros, grâce à ton nombre de participations et surtout de victoires. Voilà. Cette année, tu es encore une fois le grand vainqueur du Trophée Andros électrique, devant les fils Paniste, Prost et Beltoise. Donc je pense que c'est des noms qui parlent à beaucoup de personnes. C'était un hiver assez intense. Comment tu l'as vécu? Je l'ai vécu plutôt bien parce que ça faisait 2 hivers qui étaient plutôt compliqués, où tu te remets quand même pas mal en question en pensant que tu es devenu moins bon, que les jeunes sont plus vite, que tu as pris un coup de vieux et où tu as du mal à rouler. Et puis cette année, finalement, je suis arrivé à prouver que je suis toujours dans le coup, que le coup de volant est toujours là. Donc on a pris un maximum de plaisir, on a fait beaucoup de victoires. Et non, c'est une super saison. Franchement, si toutes les saisons pouvaient être comme ça, je signe direct. Oui, parce que finalement, tu es un des plus vieux, même si tu es encore très jeune, tu es un des plus vieux finalement. Attention. Finalement, tu es un des plus vieux du Trophée Andros électrique. Les jeunes n'ont qu'à bien se tenir.
Ils ont qu'à bien se tenir. Là, c'est ton expérience finalement qui parle et ta connaissance des circuits. Oui, et puis cette année, ce qu'il y a, c'est qu'on a eu une belle saison de glace aussi, il faut le dire. Et sur la glace, c'est là où je performe beaucoup, c'est là où je suis vraiment bon. Là où j'ai été bon cette année, c'est que même s'il y a eu un peu de goudron, je suis arrivé à être vite sur le goudron. Ouais. Donc, sauf chose que je ne faisais pas les années précédentes. Donc on a quand même une certaine progression. Ouais, il y a eu une belle progression sur le goudron. Puis c'est une bonne chose, du coup ça m'a fait être devant toute la saison et c'est très bien. Bien sûr, ouais. Ouais. Parce que finalement, alors c'est une question je pense que beaucoup de personnes se posent, tu as le temps de t'entraîner parce que finalement la production de glace c'est sur une période très courte. Déjà tu cours de décembre à mi-février je crois ou début février tous les week-ends. Le truc qu'il y a c'est la problématique de mon sport, c'est que les entraînements coûtent presque 2 fois plus cher que, que les courses en elles-mêmes. Ouais. Pour le matériel, pour les pneumatiques à trouver, pour les routes à privatiser. Bien sûr, il faudrait que tu aies un staff tout autour de toi parce que finalement il y a tout qui est électrique dans ces voitures. Voilà. Et puis le problème c'est que le budget, moi je ne l'ai pas forcément. Donc je ne m'entraîne pas en fait. Oui, en fait la métropole paye ton engagement sur le trophée Andros. Pour faire les courses de l'Andros, mais on n'a pas d'entraînement. D'accord. Donc c'est au talent. C'est au talent pur. Cet hiver, tu as gagné à domicile, du coup, on rappelle que Isola 2000, tous les ans, aux alentours du 10 janvier, ça dépend des années, mais accueille une étape du trophée Andros. J'imagine que ce type de victoire à la maison, devant ta famille, devant tes amis, ça a toujours une saveur un petit peu particulière. C'est le top. Hein. Ouais. On peut parler de la plus belle des victoires, non, pas forcément. Ouais. Si, c'est la course que tu as envie de gagner, que tu as envie de remporter. Surtout que cette année, j'ai eu la chance d'avoir plein de banderoles à mon effigie qui du coup te mettent la pression mais qui font super plaisir. Ouais. Parce que surtout qu'en plus c'était déjà favori du trophée en fait. Avant l'étape d'Isola, tu étais déjà favori. Donc il fallait assurer l'histoire. Ouais. Et de savoir que tu as la station derrière toi qui vraiment est à fond pour toi, qui te soutient, ça fait énormément plaisir. Et du coup tu as vraiment envie de réussir cette course. Bien sûr, et depuis tes débuts finalement, l'ensemble de la station est derrière toi, que ce soit la municipalité, les amis. Ça a toujours. Tu sais, moi ça fait. J'ai 32 ans, ça fait 30 ans que je suis isolé. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a toujours une relation un petit peu particulière. Puis moi j'y vis à l'année. Bien sûr. Et je suis vraiment isolé, j'y vis à l'année, j'y bosse toute l'année. Tous les gens qui sont ici sont des amis, tous les commerçants sont quasiment des membres de ma famille parce que je les connais depuis tout petit. Bien sûr. Donc c'est une course qui me tient vraiment à cœur. Et cette année j'ai eu la chance de la remporter et ma foi, nickel, tant mieux. Ouais, pourvu que ça dure. Ah ouais. Donc maintenant qu'il n'y a plus de glace, qu'est-ce qui est prévu pour toi pour ces prochains mois ? Moi j'ai toujours une place pour le rallye qui est dans ma tête, j'ai toujours envie de rouler. Reste à trouver des opportunités, à essayer de provoquer ces opportunités parce que le rallye ça reste ma passion première. Peut-être à rencontrer les bonnes personnes aussi. Rencontrer les bonnes personnes au bon moment, mais bon il y a un facteur chance qui est là. Après j'ai du travail aussi, donc je bosse sur Isola, j'ai des travaux sur Isola, donc je vais bosser sur Isola. Et après ce qui me tient à cœur surtout c'est de pouvoir retenter l'expérience Andros comme les 9 années précédentes parce que je suis devenu accro à cette compétition. Et puis d'avoir cette compétition en plus qui passe à domicile, ça me donne encore plus envie d'y participer. Ça motive encore plus, bien sûr. Ouais. Donc est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite la 10e année au trophée ? Ouais, la 10e année au trophée, ça me va, je suis preneur. Ouais. Je suis preneur et si on refait une saison comme cette année-là, ça va être que du bonheur, ça va être vraiment chouette. Écoute, on te le souhaite Christophe, on espère aussi que tes envies de rallye puissent revoir le jour. Ouais. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci. Et puis à très bientôt. Merci.